Un milliardaire épouse une mendiante laide et stérile. Tout le monde se moque de lui, mais il ignore les commentaires. La nuit de noces, un secret est révélé, et sa vie change à jamais de manière choquante. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Antoine Dubois observait Paris du haut de son bureau situé au sommet de l'un des gratte-ciels les plus imposants de l'avenue des Champs-Élysées. À 45 ans, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Une fortune estimée à plusieurs milliards, des entreprises réparties sur 3 continents, une demeure dans le quartier de l'Europe et une collection enviable de voitures de luxe. Pourtant, quelque chose le troublait profondément. Le sentiment que plus rien ne représentait un véritable défi. L'homme d'affaires ajusta sa cravate italienne en soie pure devant le reflet de la fenêtre, ses yeux bruns foncés fixés sur son propre reflet. Le costume sur mesure mettait en valeur sa silhouette haute et athlétique, résultat d'heures passées dans sa salle de sport privée installée dans son penthouse. Ses cheveux grisonnants aux tempes ajoutaient simplement une touche de distinction à son apparence déjà naturellement imposante. « Monsieur Dubois ?» La voix de sa secrétaire retentit par l'interphone. « Monsieur Pierre Moreau est arrivé pour la réunion. » Antoine sourit avec dédain. Pierre était son plus grand rival dans les affaires, un homme qui avait bâti son empire presque en même temps que lui, mais qui était toujours resté un pas derrière dans toute leur rivalité. Ils étaient connus sur le marché comme les titans, bien qu'Antoine considérât cette comparaison un peu trop généreuse envers Pierre. « Faites-le entrer, Sophie », répondit-il, se positionnant stratégiquement dos à la porte, une posture qu'il savait profondément agacer son visiteur. Pierre Moreau entra dans la pièce avec son attitude hautaine habituelle. À 50 ans, c'était un homme de taille moyenne, toujours impeccablement habillé, bien qu'Antoine ne manquât jamais de souligner que ses costumes étaient de marque moins prestigieuse que les siens. « Dubois », salua-t-il sèchement. « Moreau », répondit Antoine sans se retourner. « À quoi dois-je le déplaisir ?»« Je suis venu discuter de votre dernier coup sur le marché », attaqua Pierre directement, comme à son habitude. L'acquisition de Solutions Tech était un coup bas, et vous le savez. Antoine se retourna enfin, un sourire sardonique jouant sur ses lèvres. « Les affaires sont les affaires, Moreau. Vous devriez le savoir après tant d'années à perdre. »« Face à moi !» La remarque toucha sa cible. Pierre serra les poings, ses joues rougissant légèrement. « Vous pouvez avoir plus d'argent, Dubois, mais il y a des choses que même votre empire ne peut pas acheter. »« Y a-t-il quelque chose que mon argent ne puisse pas acheter ?» rit Antoine, s'asseyant dans son fauteuil en cuir italien. « Je vous en prie, éclairez-moi. »« L'humanité, » riposta Pierre. « Vous pouvez avoir des milliards, mais vous ne parvenez pas à maintenir une relation véritable. Combien de mariages ratés? 3? 4? » Antoine sentit le coup mais garda une expression impassible. « Et tu suggères que tu as la réponse à cela? »« J'ai une proposition intéressante, » sourit Pierre en s'asseyant sans y être invité. « Un pari qui pourrait prouver une fois pour toutes qui est vraiment supérieur. »« Continue. » Antoine se pencha légèrement vers l'avant, son intérêt sincèrement éveillé. « Tu t'es toujours vanté de pouvoir transformer n'importe quoi en or, » commença Pierre, choisissant soigneusement ses mots. « Et si tu le prouvais? Je te propose un défi. Tu devras transformer une personne totalement inadaptée à nos cercles sociaux en une dame de la haute société. Et pas seulement ça, tu devras l'épouser. » Antoine haussa un sourcil. « Et qui serait cette personne? »« Ah, c'est là que ça devient intéressant, » sourit Pierre avec malice. « Tu devras épouser une sans-abri. Quelqu'un qui représente tout ce que tu méprises. Et pas seulement l'épouser. Tu devras la garder comme épouse pendant au moins 1 an, la présentant à la société comme ton égale. » Le silence pesa dans la pièce pendant quelques instants. Antoine étudia le visage de son rival, cherchant des signes que tout cela était une blague. « Et qu'est-ce que j'y gagne? À part prouver ton point sur ta capacité à tout transformer ?» rit Pierre. « Si tu réussis, je te donne 30% de mes actions dans la corporation. Moreau, si tu échoues, tu me donnes 30% des entreprises Dubois. » Antoine se leva lentement, marchant jusqu'à la fenêtre. La proposition était absurde, mais quelque chose l'intriguait profondément. Serait-ce le défi qu'il cherchait? La chance de prouver, une fois pour toutes, sa supériorité? « Nous devrons établir des règles claires, » dit-il finalement. « Et je veux que tout soit documenté par des avocats. » Pierre sourit, triomphant. « Bien sûr, nous pouvons régler tous les détails, mais il y a une condition supplémentaire. Tu ne peux pas simplement choisir n'importe qui. J'ai quelqu'un de précis en tête. »
Antoine se tourna vers lui, intrigué. « Et qui serait-ce ? Tu l'as probablement déjà vue, elle traîne souvent près d'ici, à la place du cycliste. Les gens la connaissent comme Élodie. De la place, et ils disent qu'elle est... » Pierre fit une pause dramatique. Stérile. Le défi était lancé, et Antoine Dubois ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Une pure adrénaline parcourant ses veines. Ce serait soit sa plus grande conquête, soit sa chute la plus spectaculaire. Élodie observait le mouvement de l'avenue des Champs-Élysées avec des yeux fatigués mais attentifs. Assise à sa place habituelle à la place du cycliste, elle se tenait discrètement à l'écart des autres sans-abri. À 35 ans, son visage conservait encore des traces d'une beauté que le temps et les épreuves n'avaient pas réussi à effacer complètement. Ses vêtements, bien que usés, restaient étonnamment propres pour quelqu'un dans sa situation. Ses cheveux bruns foncés, bien que non coiffés ni traités, étaient toujours attachés en un chignon improvisé, révélant des traits délicats qui contrastaient avec sa condition actuelle. Dans ses mains, un livre usé, Orgueil et préjugés, trahissait que son histoire était plus complexe qu'il n'y paraissait. « Encore une journée, Jane », murmura-t-elle pour elle-même, tournant une page du livre. C'était son seul luxe, cet exemplaire trouvé dans une vieille boîte de dons. À travers lui, elle parvenait à échapper momentanément à sa réalité, plongeant dans un monde de bals et de romances improbables. Le bruit de pas fermes interrompit sa lecture. Élodie leva les yeux, rencontrant la silhouette imposante d'un homme en costume qui coûtait certainement plus que tout ce qu'elle avait jamais possédé dans sa vie. Il l'observait avec un mélange de curiosité et de dédain qu'elle connaissait bien. C'était le regard typique des réussis de l'avenue. « Vous êtes Élodie ?» La voix grave et autoritaire de l'homme résonna comme un ordre, pas une question. Elle ferma lentement le livre, étudiant l'étranger avec prudence. Cela dépend de qui demande. Antoine Dubois ne s'attendait pas à cette réponse. Quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle tenait le livre, le prit par surprise. Il y avait de la dignité là, une sorte de force qu'il n'associait pas aux personnes dans sa condition. « Je suis Antoine Dubois », annonça-t-il, s'attendant au reconnaissement habituel que son nom provoquait. À sa surprise, Élodie se contenta de hausser un sourcil. « Le propriétaire de cet immeuble ?» Elle pointa du doigt le gratte-ciel avec un geste désinvolte. « Celui qui envoie ses gardes expulser les gens d'ici chaque semaine. » Antoine sentit son visage s'échauffer. « J'ai une proposition pour vous. »« Je ne suis pas intéressé par la charité, » répondit sèchement Élodie, rouvrant son livre. « Ce n'est pas de la charité, » rétorqua-t-il, irrité par son indifférence. « C'est une proposition de mariage. » Le livre faillit glisser des mains d'Élodie. Elle le regarda comme s'il venait de dire que la terre était plate. « Vous avez bu. »« Je suis parfaitement sobre, » répondit Antoine, ajustant sa cravate d'un geste nerveux. « Je veux me marier avec vous. En échange, je vous offre une vie complètement nouvelle. Des vêtements, une éducation, une position sociale, tout ce dont vous avez jamais rêvé. » Élodie referma le livre, cette fois avec force. « Et pourquoi un milliardaire voudrait-il épouser une sans-abri ?»« J'ai mes raisons, » répondit-il évasivement. « L'important, c'est que je vous offre une opportunité unique. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de rien de matériel. »« Que généreux, » commenta Élodie avec ironie. « Et qu'est-ce que vous... »« Y gagnez ?» Antoine hésita un instant. « Une satisfaction personnelle. La chance de prouver que je peux transformer n'importe qui en un membre respectable de la haute société. »« Ah, c'est donc ça !» rit Élodie, un son étonnamment mélodieux. « Vous voulez un projet de charité ambulant ? Une histoire inspirante à raconter lors de vos dîners de bienfaisance ? Êtes-vous en position de refuser ? Demanda Antoine, son irritation grandissant. Élodie se leva lentement, et Antoine remarqua que, malgré sa situation, elle conservait une posture naturellement élégante. Nous sommes toujours en position de refuser quelque chose qui blesse notre dignité, monsieur Dubois. Et votre dignité est très bien préservée ici sur la place, provoqua-t-il, regrettant immédiatement, en voyant l'éclat blessé dans ses yeux. J'ai quelques conditions, dit soudainement Élodie, le surprenant. Si vous voulez faire de moi votre épouse trophée, vous devrez les accepter. Antoine la regarda, intrigué. Et quelles seraient-elles ? Premièrement, je veux que tout soit documenté. Un contrat prénuptial qui me garantisse une indépendance financière, même si le mariage se termine. Deuxièmement, je veux continuer mes études. Oui, j'étudiais avant de me retrouver ici. Troisièmement,
vous ne m'exhiberez pas comme une attraction de cirque. Quand je dirai non à un événement social, ce sera non. À chaque mot qu'elle prononçait, Antoine sentait sa curiosité grandir. Qui était cette femme qui, bien que vivant dans la rue, imposait des conditions avec l'assurance d'une dirigeante dans une négociation? Et il y a autre chose, Élodie continua, ses yeux fixés sur les siens. Je veux connaître toute la vérité sur cette proposition absurde. Je suis sûr qu'il y a plus derrière cela que votre soudaine envie de faire de la charité. Antoine ajusta à nouveau sa cravate, une habitude qui trahissait son malaise. J'accepte vos conditions, sauf la dernière. Il y a des choses qu'il vaut mieux que vous ne sachiez pas, du moins pour l'instant. Élodie l'étudia longuement puis regarda le livre dans ses mains. Vous savez ce qui est ironique, monsieur Dubois? Ce livre que je lis parle justement d'orgueil et de préjugés, d'un homme riche qui apprend que l'argent n'est pas tout dans la vie. Et vous seriez Elisabeth Bennet dans cette histoire? Demanda-t-il avec sarcasme. Non, répondit Élodie, rangeant le livre dans son sac usé. Je suis simplement quelqu'un qui n'a pas encore perdu la capacité de surprendre. La transformation commença le lendemain. Antoine envoya son assistante personnelle, Claire, chercher Élodie à la place dès les premières heures du matin. Le contraste entre les deux femmes ne pouvait être plus frappant. Claire dans son tailleur impeccable et ses talons hauts à côté d'Élodie avec ses vêtements simples et usés. Monsieur Dubois a réservé une journée entière dans le spa le plus exclusif de Paris, informa Claire, conduisant Élodie vers une BMW blindée qui attendait sur l'avenue. Ensuite, nous irons dans les meilleures boutiques. Il veut que vous soyez complètement transformés d'ici la fin de la semaine. Élodie monta dans la voiture en silence, regardant une dernière fois la place qui avait été son foyer ces dernières années. Son cœur battait la chamade. Un mélange de peur et d'attente qu'elle ne parvenait pas tout à fait à définir. Le spa était un environnement surréaliste pour quelqu'un qui s'était habitué à la dureté de la rue. Des murs au ton doux, une musique d'ambiance et des parfums délicats créaient une atmosphère de tranquillité artificielle qui faisait qu'Élodie se sentait encore plus déplacée. Nous devons faire quelque chose avec ses mains d'abord, commenta la manucure, tenant les mains d'Élodie comme si c'était un objet d'étude. Des années de travail dur ont laissé des marques profondes. Des années de survie, corrigea doucement Élodie. Mais elle laissa commencer le traitement. Les heures qui suivirent furent une succession de procédures qu'Élodie avait du mal à suivre. Hydratation capillaire, nettoyage de peau, épilation, massage, chaque minute semblait destinée à effacer les traces de sa vie précédente. Monsieur Dubois a appelé 3 fois pour savoir comment ça se passait, commenta Claire pendant le déjeuner. Une salade bio qui ressemblait plus à une décoration qu'à de la nourriture. Il est très impatient de voir le résultat. Élodie mâcha lentement un morceau de roquette, pensive. Il obtient toujours ce qu'il veut, n'est-ce pas? Toujours, confirma Claire, vérifiant sa tablette. Mais j'avoue que je ne l'ai jamais vu si agité par un projet. Est-ce que je suis ça? Un projet? Demanda Élodie, bien qu'elle connaissait déjà la réponse. L'après-midi fut consacré aux achats. Sur la rue de la Paix, Élodie fut conduite de boutique en boutique, tandis que les vendeuses se disputaient l'attention de la nouvelle cliente spéciale de Monsieur Dubois. Robes, chaussures, sacs et accessoires furent choisis avec une précision chirurgicale par une consultante en images spécialement engagée pour l'occasion. Rien de trop audacieux pour commencer, conseillait la consultante en séparant des pièces au ton sobre. Nous voulons une élégance discrète, quelque chose qui dégage de la classe sans avoir l'air de trop en faire. Élodie observait tout avec un mélange de fascination et de malaise. Chaque vêtement coûtait plus que ce qu'elle n'avait jamais possédé de toute sa vie. L'étiquette d'une seule robe pourrait nourrir plusieurs personnes sans abri pendant des mois. « Pouvons-nous faire une pause ?» demanda-t-elle, se sentant soudainement étouffée. « J'ai besoin d'un moment. » Claire consulta sa montre de luxe, visiblement contrariée. « Nous avons encore 3 boutiques à visiter aujourd'hui. Juste 5 minutes, insista Élodie, se dirigeant vers la cabine d'essayage la plus proche. Elle ferma la porte et s'assit, fixant son reflet dans le miroir. Elle ne reconnaissait plus la femme qui la regardait en retour. Ses cheveux fraîchement traités brillaient, sa peau était soyeuse après les soins, et ses ongles parfaitement manucurés semblaient appartenir à une autre personne. « Qu'est-ce que tu fais, Élodie » murmura-t-elle à elle-même. « Dans quel genre de conte de fées à l'envers t'es-tu embarquée ?» Son moment de réflexion fut interrompu par des coups légers à la porte. « Mademoiselle Élodie ?»« Monsieur. »
Dubois est au téléphone. Il veut savoir si nous pouvons envoyer quelques photos de l'avancement. Élodie respira profondément, redressant sa posture. Dites-lui qu'il devra attendre pour voir le résultat final. Certaines transformations ont besoin de temps pour se réaliser correctement. De l'autre côté de la porte, il y eut un moment de silence surpris avant que Claire ne transmette le message. Élodie sourit légèrement, en imaginant la réaction d'Antoine. Il n'était probablement pas habitué à recevoir des non comme réponse. Quand elles quittèrent enfin la dernière boutique, il faisait nuit. La voiture les emmena jusqu'à un hôtel 5 étoiles dans le quartier du Marais, où une suite avait été réservée pour Élodie. Demain, nous commençons les cours. Ça d'étiquette et de comportement, annonça Claire en lui tendant un iPad avec un emploi du temps détaillé. Monsieur Dubois espère que vous serez prête à être présentée à la société dans un mois au plus. Seule dans la suite, luxueuse, Élodie se dirigea vers la fenêtre panoramique. En bas, les lumières de la ville brillaient comme toujours. Mais maintenant, elle les observait sous un angle complètement différent. Quelque part, pas très loin, d'autres personnes essayaient de survivre une nuit de plus dans les rues. Elle prit son vieil exemplaire de Orgueil et Préjugés, la seule chose qu'elle avait emportée avec elle, et caressa la couverture usée. « Quelle est cette histoire que je suis en train de vivre ?» se demanda-t-elle. Et quel sera le vrai prix de cette transformation? Les 2 semaines suivantes furent une course intensive de préparation. Élodie se retrouva plongée dans un tourbillon de cours. Étiquette sociale, protocole d'entreprise, histoire de l'art, œnologie, diction et même des cours de français. Une exigence spécifique d'Antoine qui considérait la langue comme essentielle pour la haute société parisienne. Madame Dupont, son professeur d'étiquette, était une Française sévère qui semblait trouver des défauts dans chaque mouvement d'Élodie. « Non, non, non !» s'exclamait-elle souvent en ajustant la posture de son élève. « La cuillère. La soupe ne doit jamais faire de bruit en touchant l'assiette. Et garder les coudes plus près du corps. » À la surprise générale, Élodie se révélait une élève exceptionnellement dévouée et perspicace. Sa facilité avec les langues impressionna même le professeur de français qui confia à Claire « Elle a une base solide. Ce n'est pas une débutante ordinaire. » Lors d'un des cours d'art, Élodie surprit l'instructrice en faisant des observations précises sur la technique de Monet dans « La femme à l'ombrelle ». Intriguée, la professeure demanda « Où avez-vous appris ?» « Autant sur l'impressionnisme. J'avais l'habitude. » Élodie hésita, choisissant ses mots. « J'ai eu une vie avant les rues, vous savez. Je n'ai pas toujours été celle que vous avez connue sur la place. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, chargés de mystère, mais personne n'osa poser plus de questions. Antoine avait été clair dans ses instructions. Le passé d'Élodie ne devait pas être fouillé. Le matin du 15e jour, Claire arriva avec une annonce qui fit se nouer l'estomac d'Élodie. « Monsieur Dubois vous attend pour dîner ce soir. Ce sera votre premier vrai test. » Le reste de la journée fut consacré à la préparation de la rencontre. Coiffeurs, maquilleurs et stylistes travaillèrent ensemble pour créer une version encore plus raffinée d'Élodie. La robe choisie était un Valentino noir classique et élégant qui coûtait plus cher qu'une voiture d'entrée de gamme. « Souvenez-vous, instruisit Madame Dupont une dernière fois, gardez toujours le contrôle. Vous n'êtes plus la femme de la place. Ce soir, vous êtes la future Madame Dubois. » Élodie observait son reflet dans le miroir, tandis que le maquilleur apportait les dernières touches. La transformation physique était impressionnante, mais ses yeux, ceux-là, restèrent les mêmes, portant des histoires que personne ici ne connaissait. Le dîner aurait lieu au Meurice, l'un des restaurants les plus exclusifs de Paris. Lorsqu'Élodie descendit de la limousine, les flashs de quelques paparazzi l'attendaient déjà, sans aucun doute informés par un employé de la mystérieuse accompagnatrice d'Antoine Dubois. Il l'attendait dans le hall du restaurant, imposant dans son costume Armani. Pendant un bref instant, Élodie capta une lueur de surprise dans ses yeux en la voyant. Une faille presque imperceptible dans son habituel masque de contrôle. « Vous êtes... » Antoine marqua une pause, cherchant le mot juste. « Surprenante. »« Merci. » répondit Élodie avec la douceur que Madame Dupont avait tant répétée. « J'espère ne pas vous décevoir. » Le maître d'hôtel les conduisit à la table la mieux située du restaurant. Élodie remarqua les regards curieux des autres clients, sans aucun doute spéculant sur son identité. Suivant les instructions de ses cours, elle maintint une posture droite et le menton légèrement relevé,
projetant une confiance qu'elle ne ressentait pas entièrement. « Vous avez dépassé mes attentes », commenta Antoine après avoir passé leur commande. « Claire m'a tenu informé de vos progrès, mais j'avoue que j'étais sceptique. »« Je suis ravi de vous avoir surpris », répondit Élodie, dégustant son vin avec la technique parfaite qu'elle avait apprise. « Bien que cela m'intrigue que vos attentes aient été si basses. » Antoine l'étudia par-dessus son verre de vin. « Vous parlez comme quelqu'un qui a reçu une éducation formelle. »« Peut-être l'ai-je eu, rétorqua-t-elle avec un sourire énigmatique. « Mais je crois que je ne suis pas ici pour parler de mon passé. »« Non, vous ne l'êtes pas, » acquiesça-t-il, une lueur de curiosité dans les yeux. « Mais je me demande de plus en plus quelle histoire vous cachez. » Le dîner se poursuivit comme une danse soigneusement chorégraphiée. Élodie démontra tout. Son apprentissage, du choix correct des couverts aux remarques appropriées sur la carte des vins. Cependant, de temps en temps, elle laissait échapper des commentaires qui suggéraient une profondeur qu'Antoine ne s'attendait pas à trouver. Le bal annuel de bienfaisance de l'élite parisienne était l'événement le plus attendu du calendrier social. Organisé au palais de l'Élysée, il réunissait le gratin de la société pour une nuit d'ostentation déguisée en philanthropie. Pour Antoine, c'était le moment idéal pour présenter officiellement Élodie à la société et pour Pierre Moreau de constater les progrès de son pari. Élodie était dans sa chambre d'hôtel, contemplant la robe qu'elle porterait ce soir, une création exclusive dans des tons de bleu profond qui avait coûté une petite fortune. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle touchait le tissu délicat. « Il est temps », annonça Claire en entrant dans la chambre avec une équipe de professionnels. « Nous avons 4 heures pour vous rendre parfaite. » Pendant les préparatifs, Élodie resta inhabituellement silencieuse. Ses pensées vagabondaient vers la place, vers les personnes qu'elle avait laissées derrière elle. Le contraste entre ce monde d'excès et la réalité des rues n'avait jamais semblé aussi criant. « Un problème ?» demanda Claire, remarquant son expression distante dans le miroir. « Je pensais simplement à combien de personnes un seul de ces robes pourrait nourrir, » répondit Élodie avec sincérité. « Il est difficile de ne pas faire ces comparaisons. » Claire hésita un moment. « Monsieur Dubois fait de généreux dons à des œuvres caritatives. »« Oui, je sais, » soupira Élodie. « Mais parfois je me demande s'il comprend vraiment ce que cela signifie. » Quand Antoine arriva pour la chercher, il fut visiblement satisfait du résultat. Élodie était resplendissante, ses cheveux élégamment coiffés, son maquillage mettant en valeur sa beauté naturelle, la robe épousant ses formes comme une seconde peau. « Tu es magnifique », complimenta-t-il, lui offrant son bras. « Prête pour ta première apparition ?»« Aussi prête qu'on peut l'être pour être jetée au lion », répondit-elle avec un sourire tendu. Le grand salon du palais de l'Élysée était décoré avec un luxe presque offensant. Cristaux, fleurs rares et œuvres d'art prêtées par des collections privées créaient une atmosphère d'opulence étudiée. Élodie sentit les regards curieux dès qu'elle entra au bras d'Antoine. « Antoine, mon cher !» Une femme élégante d'âge mûr s'approcha, ses yeux évaluant Élodie de haut en bas. « Tu ne vas pas nous présenter ta... compagne ?»« Céline !» sourit Antoine avec diplomatie. « Voici Élodie, ma fiancée. » La stupeur sur le visage de Céline fut presque comique. Fiancée, mais quelle adorable surprise! Bientôt, un petit groupe se forma autour d'eux, tous avides de rencontrer la mystérieuse femme qui avait conquis le célibataire le plus convoité de Paris. Élodie garda son calme, appliquant chaque leçon apprise ces dernières semaines. « Et comment vous êtes-vous rencontrés ?» demanda une jeune socialite, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Avant qu'Antoine ne puisse intervenir, Élodie répondit avec douceur. « Nous nous sommes rencontrés sur les Champs-Élysées. Ce fut une rencontre inattendue. » Élodie a un talent particulier pour les histoires. Antoine interrompit rapidement. « Mais ce soir n'est pas le moment pour ça. On danse ?» Alors qu'il la conduisait vers la piste de danse, Élodie sentit son corps se tendre. « Tu as peur que je dise la vérité, Antoine ?»« Nous avons un accord, » murmura-t-il entre ses dents, gardant son sourire social. « Oui, nous en avons un, » acquiesça-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Mais je n'ai pas accepté d'avoir honte de ce que je suis. » La valse commença et il dansait à la perfection. Une autre des compétences qu'Élodie avait acquises lors de son entraînement intensif. De loin, il semblait être le couple parfait, mais la tension entre eux était palpable. « Pierre Moreau nous observe », commenta Antoine en la faisant tourner avec grâce. Élodie aperçut enfin l'homme qu'Antoine avait mentionné.
Il les observait avec un intérêt presque prédateur. « Alors, c'est ton rival? Cet homme a-t-il un lien avec notre situation ?» Antoine se raidit momentanément. « Tu ne devrais pas poser autant de questions. »« Et toi, tu ne devrais pas me sous-estimer, » rétorqua-t-elle, gardant son sourire social. « Je suis peut-être habillé comme une poupée, mais je ne suis pas stupide. » La musique prit fin et ils se séparèrent sous des applaudissements polis. Élodie demanda à être excusée pour se rendre aux toilettes, ayant besoin d'un moment pour respirer. En chemin, elle entendit des fragments de conversation chuchotés. On dit que personne ne sait d'où elle vient. Elle doit avoir un secret sordide. Combien de temps avant qu'il ne se lasse de celle-ci aussi? Dans les toilettes luxueuses, Élodie fixa son reflet dans le miroir. Le masque de sophistication qu'elle avait construit ces dernières semaines semblait sur le point de craquer. C'est alors que la porte s'ouvrit et Céline entra, suivie de 2 autres femmes. Céline ajusta son collier de perles en s'approchant du miroir, feignant que la présence d'Élodie était purement fortuite. Les 2 autres femmes se positionnèrent stratégiquement, bloquant le chemin vers la porte. « Tu sais, ma chère, » commença Céline d'un ton faussement doux, « certaines d'entre nous sont vraiment curieuses à ton sujet. C'est tellement mystérieux comment tu as réussi à capturer l'attention d'Antoine si rapidement. » Élodie resta silencieuse, appliquant son rouge à lèvres avec un calme étudié. « Ne me comprenez pas mal, » poursuivit Céline. « Vos cours de bonne manière ont fait des merveilles. Mais il y a encore quelque chose en vous qui ne s'accorde pas. »« Peut-être parce que je n'essaie pas de m'accorder, » répondit Élodie doucement, rangeant son rouge à lèvres dans son clutch. L'une des autres femmes, une blonde avec un excès de botox, laissa échapper un rire artificiel. « Oh, elle a du caractère, adorable. Mais, ma chère, vous devez comprendre une chose. Nous connaissons Antoine depuis des années. Il a un certain standard. Et clairement, je ne suis pas ce standard, » compléta Élodie, se tournant pour les affronter. « Fascinant. » Céline plissa les yeux, abandonnant toute prétention de gentillesse. « Écoutez bien, qui que vous soyez. Nous ne savons pas quel genre de tour vous avez utilisé, mais Antoine Dubois n'épousera pas une personne de nulle part. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne réalise son erreur. » Élodie ressentit une sensation familière de calme, celle qui l'avait aidée à survivre dans les rues. « Madame Céline, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire quelque chose d'intéressant sur la vie dans les rues. » Les 3 femmes se figèrent. Céline pâlit visiblement. « Vous apprenez à lire les gens très bien, » continua Élodie, sa voix sereine. « Par exemple, je peux voir que votre collier de perles est nouveau. Probablement un cadeau d'excuse de votre mari après une autre de ses indiscrétions avec sa secrétaire. Et vous ?» Elle se tourna vers la blonde. « Vos mains tremblent. Légèrement. Un sevrage de quelque chose que vous prenez pour supporter ces événements, j'imagine. »« Comment osez-vous » commença la 3e femme. Mais Élodie l'interrompit gentiment. « Et vous, ma chère, devriez peut-être être plus discrète sur vos rencontres avec le chauffeur de votre mari. Les employés du club en savent toujours. Plus qu'ils n'en ont l'air. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Élodie ajusta sa robe avec élégance. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, mon fiancé doit me chercher. » En sortant des toilettes, Élodie trouva Antoine qui l'attendait dans le couloir, une expression inquiète sur son visage. « Vous avez tardé. Tout va bien ?»« Parfaitement, » répondit-elle en souriant. « Juste une conversation éclairante avec tes amis. » Quelques instants plus tard, Céline et ses compagnes sortirent des toilettes, visiblement secouées. Elles passèrent devant eux sans dire un mot, évitant de regarder Élodie. « Qu'est-ce que tu leur as dit ?» demanda Antoine, intrigué. « Juste la vérité, » répondit Élodie de manière énigmatique. « Parfois, c'est la meilleure défense. » Antoine l'observa avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu es différente de ce que j'imaginais. » Les gens le sont généralement, quand on leur prête vraiment attention, commenta-t-elle, acceptant une coupe de champagne d'un serveur qui passait. La soirée se poursuivit, mais quelque chose avait changé. Les chuchotements continuaient, mais ils avaient maintenant un ton différent. Élodie n'était plus vue seulement comme une intruse. Il y avait quelque chose en elle qui inspirait de la prudence. Pendant le dîner, Pierre Moreau s'approcha de leur table. « Alors, voici la fameuse fiancée, » dit-il en souriant, ses yeux scrutant intensément Élodie. « Je dois dire, Antoine, tu as dépassé mes attentes. »« Je dépasse toujours, » répondit Antoine sèchement. « Et toi, ma chère, se tourna-t-il vers Élodie, tu t'adaptes bien à ta nouvelle
Position? Élodie soutint son regard avec fermeté. C'est intéressant comment certaines personnes confondent position sociale et valeurs personnelles. Ne trouvez-vous pas, monsieur Moreau? Pierre rit, mais ses yeux restèrent froids. Fascinant, vraiment fascinant. J'ai hâte de voir comment cette histoire se déroulera. Après son départ, Élodie se tourna vers Antoine. Est-ce qu'il sait quelque chose sur moi que je devrais savoir? Antoine prit une longue gorgée de vin. Pourquoi demandes-tu ça? Parce qu'il me regarde comme s'il attendait que quelque chose se produise, répondit-elle. Comme s'il savait quelque chose que j'ignore. Tu imagines des choses? Antoine esquiva, mais Élodie remarque un léger tremblement dans sa main lorsqu'il repose son verre. Cette nuit-là, de retour à l'hôtel, Élodie enlève soigneusement chaque couche de sa transformation. La robe de créateur, les bijoux coûteux, le maquillage élaboré. Dans le miroir, elle retrouve la femme qu'elle était auparavant, mais quelque chose avait changé. Ses yeux portaient une nouvelle forme de détermination. « Quel genre de jeu est-ce là, Antoine ?» murmure-t-elle en touchant son reflet dans le miroir. « Et pourquoi ai-je l'impression de n'être qu'un pion sur un échiquier bien plus grand ?» Le lendemain matin du bal, Antoine surprend tout le monde, en apparaissant à l'hôtel où Élodie séjournait. Sans prévenir, il frappe à la porte de sa suite, portant une chemise de documents et une expression indéchiffrable. « Nous devons parler », annonce-t-il dès qu'Élodie ouvre la porte, encore en robe de chambre en soie. « Bonjour à toi aussi », répond-elle en le laissant entrer. La chambre était impeccable, à l'exception du bureau couvert de livres et de cahiers. Élodie avait passé la nuit à étudier, une routine qu'elle maintenait religieusement. Antoine s'arrête en remarquant les livres. Histoire de l'art, économie, littérature classique. Il prend un des cahiers, feuilletant les notes méticuleuses. Tu ne fais pas que mémoriser les règles de l'étiquette. Je pensais que tu voulais une épouse éduquée, commente Élodie en se servant un café. Tu en veux une tasse? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais une formation académique? Demande-t-il abruptement, ignorant l'offre. Élodie marque une pause, la tasse à mi-chemin de sa bouche. Tu n'as jamais demandé. Tu étais trop occupé à essayer de me transformer en ce que tu pensais que je devais être. Antoine jette la chemise sur la table. J'ai trouvé ça. Ou plutôt, Pierre Moreau a tenu à me le remettre. Élodie ouvre lentement la chemise. À l'intérieur se trouvent des coupures de journaux anciens et des documents. Son visage pâlit légèrement en reconnaissant le contenu. Élodie Campos, lit Antoine à voix haute. Diplômé en littérature de la Sorbonne, master incomplet en histoire de l'art. Professeur universitaire jusqu'à... Il fait une pause dramatique. Jusqu'à l'incident qui t'a conduite dans la rue. Élodie ferma le dossier avec force. Alors maintenant, tu sais? Non, je ne sais pas, rétorqua Antoine, sa voix tendue. Je sais seulement ce qui est dans les journaux. Je veux l'entendre de ta bouche. Comment une professeure universitaire finit-elle par vivre dans la rue? Pourquoi est-ce important maintenant? Demanda Élodie, sa voix calme, contrastant avec son agitation. Ce n'était pas notre accord. Tu voulais quelqu'un à transformer, à exhiber comme un trophée. Eh bien, tu obtiens ce que tu voulais. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais, admit-il, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste de frustration. Et à quoi t'attendais-tu, Antoine? Quelqu'un de plus pratique, plus facile à manipuler? Le silence qui suivit fut pesant. Antoine se dirigea vers la fenêtre, observant la ville qui s'éveillait en contrebas. « Et Pierre joue avec nous deux, dit-il finalement. Alors tu admets qu'il y a un jeu ?» Élodie s'approcha, s'arrêtant à côté de lui. « Et quel est mon rôle dans tout cela ?» Antoine la regarda du coin de l'œil. Pour la première fois, il remarqua à quel point elle était belle le matin, sans maquillage, simplement éclairée par la lumière naturelle qui accentuait ses traits. « Tu veux vraiment savoir? Je pense que je mérite ça, non ?» Il soupira profondément. C'était un pari. Pierre m'a défié de transformer quelqu'un comme toi, en une dame de la société. En jeu, 30% des actions de nos entreprises. Élodie accueillit l'information avec un calme surprenant. Et pourquoi m'a-t-il choisi, moi spécifiquement? Ça, je l'ignore, admit Antoine. Mais maintenant, en voyant ton passé, je commence à soupçonner que ce n'était pas un hasard. Rien n'est un hasard dans votre monde, n'est-ce pas? Commenta Élodie, un sourire triste jouant sur ses lèvres. Tu sais ce qui est ironique? J'avais l'habitude de donner des cours là-dessus, sur la façon dont la haute société du 19e siècle utilisait le mariage comme outil de pouvoir. Il semble que certaines choses ne changent jamais.
Antoine l'observa avec un intérêt croissant. Cette femme qu'il avait jugée si superficiellement ne cessait de le surprendre. « Pourquoi as-tu accepté ma proposition ?»« Pour la même raison que tu as fait ce pari, » répondit-elle simplement. « L'orgueil. Tu voulais prouver que tu pouvais transformer n'importe qui. Moi, je voulais prouver que je n'avais jamais cessé d'être qui je suis, même dans la rue. » Un moment de compréhension passa entre eux. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, ils avaient une conversation véritablement honnête. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il doucement. « Comment es-tu arrivé à la place ?» Élodie marcha jusqu'à son sac usé, la seule, chose qu'elle avait gardée de sa vie d'avant, et en sortit une coupure de journal jauni. « C'est l'histoire qu'ils n'ont pas publiée », dit-elle en tendant le papier à Antoine. « L'histoire d'une professeure d'université qui a osé défier les mauvaises personnes. » Antoine prit la coupure, ses yeux parcourant rapidement les lignes. À mesure qu'il lisait, son expression passait de la curiosité à la surprise, puis à quelque chose proche de l'admiration. La coupure de journal tremblait légèrement dans les mains d'Antoine alors qu'il terminait sa lecture. Le titre discret, caché dans les pages intérieures d'une édition datant de 3 ans, disait « Une professeure d'université dénonce un détournement de fonds dans une fondation culturelle. » « Tu as découvert le système ?» demanda-t-il, levant enfin les yeux du papier. Élodie se servit un autre café, son expression lointaine. « Je n'étais pas censé le découvrir, c'était un accident. Je coordonnais un projet d'art-éducation dans des communautés défavorisées, financé par la Fondation Moreau des Arts et de la Culture. » Antoine se figea en entendant le nom. « La Fondation Moreau ?»« Oui, » répondit Élodie avec un sourire sans humour. « Maintenant, tu commences à comprendre pourquoi Pierre Moreau m'a choisi spécifiquement pour son petit pari ?» Elle s'approcha de la fenêtre, observant la ville qui s'éveillait. Le projet était merveilleux. Nous faisions vraiment une différence dans la vie de ces enfants, mais j'ai commencé à remarquer des incohérences dans les rapports financiers. Des fonds approuvés qui n'arrivaient jamais au projet, des équipements fantômes, des comptes rendus douteux. « Et tu as dénoncé, » compléta Antoine, commençant à comprendre. « Naïvement, oui, » poursuivit-elle. « D'abord en interne en suivant tous les protocoles. Quand cela n'a pas fonctionné, j'ai apporté les preuves à la presse. C'est là que j'ai découvert que certaines vérités ne doivent pas être dites à haute voix. » Antoine s'approcha, s'arrêtant à côté d'elle. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?»« La routine, » répondit Élodie avec un calme qui cachait des années de douleur. « D'abord, il y a eu la disqualification professionnelle. Soudain, des accusations de conduite inappropriée à l'université ont surgi. Des étudiants que je n'avais jamais vus prétendaient avoir été favorisés, des notes manipulées. Ensuite, ils ont découvert des irrégularités dans mes comptes rendus du projet. » Elle fit une pause, prenant une gorgée de café. « En quelques mois, j'ai tout perdu. Mon emploi, ma réputation, mon appartement. Les portes se sont fermées dans toutes les universités. Personne ne voulait prendre le risque d'embaucher la professeure qui avait détourné des fonds pour un projet social. « Pourquoi n'as-tu pas cherché de l'aide juridique ?» demanda Antoine, bien qu'il soupçonnât déjà la réponse. « J'ai essayé, » rit Élodie sans humour. « 3 avocats différents. Le premier a abandonné l'affaire mystérieusement. Le second a suggéré que j'accepte un accord pour me rétracter publiquement. Le troisième, » elle hésita, a eu un accident de voiture qui l'a laissé à l'hôpital pendant des mois. Antoine sentit un frisson. Il connaissait bien le monde. Des entreprises, ses ombres et ses jeux de pouvoir, mais il y avait quelque chose de particulièrement cruel dans la destruction méthodique de la vie d'Élodie. « Après cela, j'ai compris le message, » continua-t-elle. « Certains pouvoirs ne doivent pas être défiés. Je me suis retrouvé dans la rue non par choix, mais parce que c'était le seul endroit où ils ne pouvaient pas m'atteindre. Ou du moins, c'est ce que j'ai pensé. Jusqu'à ce que je débarque avec ma proposition, » compléta Antoine, la compréhension le frappant comme un coup de poing. « Exactement, » confirma Élodie. « Pierre Moreau ne m'a pas choisi, par hasard. Il savait parfaitement qui j'étais. Tout cela, » elle fit un geste vers la chambre luxueuse, « n'est qu'une autre forme d'humiliation. Montrer qu'il peut me sortir de la rue aussi facilement qu'il m'y a mise. » Antoine s'assit lourdement dans un fauteuil, son esprit digérant toutes les implications. « Pourquoi as-tu accepté alors? Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt ?» Élodie s'assit face à lui, ses yeux croisant les siens avec intensité. « Parce que j'ai appris quelque chose d'important dans la rue, Antoine. Parfois, la meilleure façon de se battre n'est pas de front, mais de l'intérieur du système. Et toi,
Elle sourit légèrement. Sans le savoir, tu m'as offert exactement cela, un chemin de retour. Que comptes-tu faire? Demanda-t-il, une nouvelle admiration perçant dans sa voix. Je ne sais pas encore exactement, admit-elle. Mais pour la première fois en 3 ans, j'ai les ressources et la position pour agir. Et toi? Elle se pencha vers lui. Tu as un choix à faire. Quel choix? Tu peux continuer avec ton plan initial, m'utiliser comme une pièce dans ton jeu de pouvoir avec Pierre Moreau. Ou, elle marqua une pause significative, tu peux devenir mon allié et découvrir qu'il existe des batailles plus importantes que les paris entre milliardaires. Antoine l'observa longuement, la voyant sous un nouveau jour. La femme devant lui n'était pas simplement une pièce dans son jeu, c'était une joueuse aussi habile que lui, avec ses propres motivations et stratégies. « Et si je choisis d'être ton allié, demanda-t-il prudemment, qu'advient-il de notre accord de mariage ?» Élodie sourit, un vrai sourire pour la première fois. « Cela, Antoine, dépend de combien tu es prêt à changer. Parce qu'une chose, j'ai appris. Les vraies transformations commencent de l'intérieur. Et peut-être, elle prit sa tasse de café, que je ne suis pas celle qui a le plus besoin de transformation dans cette histoire. » Dans les jours qui suivirent la révélation d'Élodie, Antoine Dubois se retrouva dans un état d'agitation qu'il n'avait pas connu depuis des années. Son bureau au sommet de l'avenue des Champs-Élysées, autrefois symbole de son pouvoir absolu, lui semblait désormais une cage dorée où il ruminait choix et conséquences. « Annule mes rendez-vous de cet après-midi », ordonna-t-il à Sophie, sa secrétaire, qui le regarda avec surprise. En 15 ans de travail, c'était la première fois qu'il modifiait son emploi du temps sans raison urgente. Seul, Antoine ouvrit son ordinateur et commença à chercher. L'affaire de la Fondation Moreau avait été soigneusement effacée des principaux médias, mais il restait des traces sur des blogs mineurs et des forums de discussion. Plus il lisait, plus il était perturbé par l'étendue de la manipulation. Son téléphone a vibré. C'était un message de Pierre Moreau. « Alors, tu as découvert le passé intéressant de ta fiancée ?» Antoine fixa le message pendant de longues minutes avant de répondre. « J'ai découvert plus que tu ne l'imagines. » La réponse arriva presque instantanément. « Parfait. Dîner ce soir? Nous avons beaucoup à discuter. »« Pas ce soir, » répondit Antoine, éteignant son téléphone immédiatement. Un autre acte sans précédent dans sa routine méticuleusement contrôlée. Il était déjà plus de 7 heures du soir lorsqu'il quitta enfin son bureau. Mais au lieu de se diriger vers sa demeure du quartier de l'Europe, il donna des instructions différentes à son chauffeur. Direction la place du cycliste. La place était différente la nuit. Sans l'agitation frénétique de la journée, on pouvait voir plus clairement les personnes qui en avaient en fait leur foyer. Antoine marcha lentement, observant chaque visage avec une attention qu'il n'avait jamais accordée auparavant. « Vous cherchez quelqu'un, monsieur ?» demanda un vieil homme assis sur un morceau de carton. Antoine s'arrêta, surpris par son propre désir de converser. « Vous connaissiez Élodie, celle qui lisait toujours ?» L'homme sourit, révélant l'absence de quelques dents. « La professeure? Bien sûr que je la connaissais. La seule personne ici qui se souciait de connaître nos vrais noms. » « Comment ça? Elle donnait des cours, vous savez. Même ici dans la rue, elle enseignait à ceux qui voulaient apprendre. Certains pensaient qu'elle était folle, une docteure, vivant comme nous. Mais elle disait que le savoir est la seule chose que personne ne peut nous enlever. » Antoine s'assit sur le banc le plus proche, ignorant le regard surpris de son chauffeur qui l'observait de loin. « Racontez-m'en plus. » Pendant près d'1 heure, il écouta des histoires sur Élodie qu'il n'aurait jamais imaginées. Comment elle organisait de petits groupes d'études parmi les sans-abri, comment elle obtenait des dons de livres des bouquinistes de la région, comment elle aidait les autres à préparer des CV dans les cybercafés. « Vous savez ce qui est le plus drôle ?» continua le vieil homme. « Elle disait toujours que vivre dans la rue était temporaire, qu'un jour elle reviendrait et aiderait tout le monde. On n'y croyait pas trop, mais elle n'a jamais perdu cette certitude. » Antoine ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un mélange d'admiration et de honte. Alors qu'il la voyait comme un projet, un pari, Élodie n'avait jamais perdu son essence, sa mission. En retournant à la voiture, il prit une décision. À l'hôtel, Élodie était dans sa suite, penchée sur des livres et des notes, quand Antoine arriva sans prévenir pour la 2e fois de la journée. « Nous devons parler », dit-il dès qu'elle ouvrit la porte. « 2 fois le même jour ? Dois-je m'inquiéter ?» plaisanta Élodie,
Mais son sourire disparut en voyant son expression sérieuse. « Je veux aider », déclara simplement Antoine. « Pas à cause du pari, pas à cause du mariage. Je veux aider à révéler la vérité sur la fondation Moreau. » Élodie l'étudia un moment. « Qu'est-ce qui a changé ?»« Je suis allé à la place aujourd'hui, » avoua-t-il. « J'ai parlé aux gens. J'ai découvert qui tu es vraiment au-delà des coupures de journaux. »« Et qui suis-je, Antoine ?» demanda-t-elle doucement. « Quelqu'un qui n'a jamais eu besoin d'être transformé. » répondit-il, sa voix chargée d'une émotion qui le surprit. « Quelqu'un qui, même en perdant tout, n'a jamais perdu son humanité. Alors que moi... » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « Alors que moi, ayant tout, j'ai perdu la mienne à un moment donné. » Élodie s'approcha de lui, touchant légèrement son bras. « Il n'est pas trop tard pour la retrouver. »« Ce ne sera pas facile, » avertit-il. « Pierre Moreau est puissant. Il a des connexions. Partout. Et toi, tu n'en as pas ?» sourit Élodie. « La différence, c'est que maintenant tu as quelque chose qu'il n'a pas. »« Quoi ? Une vraie cause pour laquelle te battre, » répondit-elle, « et quelqu'un qui connaît l'ennemi de l'intérieur. » Antoine la regarda avec une nouvelle compréhension. Ce qui avait commencé comme un jeu de pouvoir se transformait en quelque chose de bien plus grand, une chance de rédemption pour lui et de justice pour elle. L'appartement d'Antoine s'était transformé en un improbable quartier général. Sur la table à manger en acajou italien, des documents, des reçus et des notes s'étalaient dans un désordre organisé qui aurait scandalisé la gouvernante si elle n'avait pas été congédiée pour la journée. Élodie, vêtue d'un jean et d'un t-shirt, un choix délibérément décontracté qui la faisait se sentir plus elle-même, organisait les documents par catégorie tout en expliquant ses découvertes. « Le schéma est plus complexe que ce que j'avais imaginé au départ », indiqua-t-elle en pointant une pile spécifique. Il ne s'agissait pas seulement de détournement de fonds du projet social. La fondation était utilisée pour une opération bien plus vaste de blanchiment d'argent. Antoine, qui avait troqué son costume habituel pour une chemise polo, étudiait les chiffres avec attention. « Cela explique pourquoi ils ont réagi si brutalement à votre dénonciation. Vous avez accidentellement découvert la pointe de l'iceberg. »« Exact, » confirma Élodie, lui passant d'autres documents. « Et le plus intéressant, j'ai trouvé des liens avec d'autres fondations culturelles. C'est un schéma qui se répète dans plusieurs institutions. »« Comment avez-vous obtenu tous ces documents ?» demanda Antoine, impressionné par la quantité de preuves. Élodie sourit, un éclair rusé dans ses yeux. « Dans les rues, on apprend à être invisible. Les gens parlent, jettent des papiers, laissent des portes ouvertes. J'ai passé 3 ans à collecter chaque morceau d'information que je trouvais, sans même savoir si cela serait un jour utile. » Antoine la regarda avec un mélange d'admiration et de culpabilité. « Pendant que vous luttiez pour survivre et continuiez votre enquête, j'étais à parier sur la transformation des gens, » compléta Élodie avec un sourire ironique. « Eh bien, cela nous a finalement conduits ici, n'est-ce pas ?» Il se leva, marchant jusqu'à la fenêtre qui offrait une vue dominante sur la ville. « Comment ai-je pu être aussi aveugle pendant si longtemps ?»« L'argent a cet effet, » répondit doucement Élodie, le rejoignant. « Il crée une bulle qui déforme notre vision du monde. Et vous ?» se retourna-t-il vers elle. « Comment avez-vous conservé votre humanité après tout ce qu'ils vous ont fait ?» Élodie réfléchit un moment, ses yeux parcourant l'horizon de Paris. « Vous savez ce qu'on apprend quand on perd tout, que tout est un concept relatif. J'ai perdu ma maison, mon travail, ma réputation, mais je n'ai pas perdu qui j'étais, mes convictions, ma capacité à me soucier des autres. » Antoine sentit quelque chose bouger en lui, une émotion qu'il ne parvenait pas à nommer complètement. Sans réfléchir, il tendit la main et toucha doucement son visage. « Tu es extraordinaire, » murmura-t-il. Élodie ne se déroba pas à son contact, mais ses yeux croisèrent les siens avec sérieux. « Est-ce réel, Antoine? Ou simplement une partie du rôle que nous jouons ?»« Je ne joue aucun rôle, » répondit-il avec une honnêteté qui le surprit lui-même. « Pour la première fois depuis longtemps, je suis complètement sincère. » Le moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone d'Antoine. C'était un message de Pierre. « Nous devons parler de ta fiancée. J'ai des informations que tu dois connaître. » Élodie lut le message par-dessus son épaule et sourit. Il commence à s'inquiéter. Il a dû découvrir que j'ai rendu visite à certains de ses anciens contacts. « C'est dangereux, » avertit Antoine, une véritable inquiétude dans sa voix. « Il a déjà détruit ta vie une fois. »« Oui, »
admit Élodie, retournant à la table pour prendre d'autres documents. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, je t'ai. Antoine la regarda ranger les papiers, son esprit travaillant rapidement. Nous devons être stratégiques. Pierre a des connexions partout, de l'influence politique. Et nous avons... La vérité, compléta Élodie. De plus, nous avons quelque chose qu'il n'attend pas. Quoi donc? Un couple véritablement amoureux, répondit-elle avec un sourire énigmatique. Ou du moins, c'est ce que tout le monde doit croire. Antoine sentit son cœur s'emballer. Ils doivent seulement y croire? Élodie s'arrêta et le regarda longuement. Cela dépend de toi, Antoine. À quel point tout cela est-il réel? À quel point as-tu vraiment changé? Il s'approcha d'elle lentement. Et si je te disais que j'ai changé plus que je ne l'aurais imaginé? Que pour la première fois je vois le monde, et toi, avec clarté? Alors je dirais que nous sommes prêts pour la prochaine étape du plan, répondit Élodie. Mais il y avait une lueur différente dans ses yeux. Offrons à Pierre exactement ce qu'il n'attend pas. Un couple réel, uni non seulement contre lui, mais par quelque chose de bien plus fort. Et ce serait quoi? La vérité, sourit-elle, en prenant sa main. Dans tous les sens possibles. Le restaurant choisi par Pierre Moreau pour la rencontre était discret et exclusif, situé au dernier étage d'un bâtiment historique au centre de Paris. Élodie et Antoine arrivèrent main dans la main, une démonstration d'union qui n'échappa pas à leur rival, qui les attendait à une table réservée avec vue sur l'Opéra Garnier. Quelle scène adorable, commenta Pierre avec un sourire froid. Le couple amoureux. Pas aussi adorable que les chiffres de votre fondation, répondit Élodie avec douceur, s'asseyant avec élégance. Ceux-là, oui, sont fascinants. Le sourire de Pierre vacilla pendant une fraction de seconde. Toujours direct, n'est-ce pas, professeur? Certaines choses ne changent jamais. D'autres changent complètement, intervint Antoine, sa main trouvant celle d'Élodie sur la table. Comme les perspectives, les valeurs, les priorités. Ah, ne me dites pas qu'elle a vraiment réussi à transformer le grand Antoine Dubois. En un homme amoureux, rit Pierre, mais il y avait une tension sous-jacente dans sa voix. J'y croirais presque, si je ne connaissais pas si bien notre accord. Les meilleurs accords sont ceux qui nous surprennent, commenta Élodie, ses yeux fixés sur Pierre, comme ce projet d'art-éducation que j'ai coordonné. Qui aurait pu imaginer qu'un simple programme social cacherait tant de détails intéressants? Pierre fit un geste au sommelier qui s'approcha avec une bouteille de vin rouge. Les détails sont toujours fascinants, n'est-ce pas? Comme les détails de ce qui arrive aux personnes qui s'immiscent dans des affaires qui ne les concernent pas. Ou les détails de la manière dont certaines fortunes sont bâties, ajouta Antoine avec désinvolture. C'est curieux, la quantité de documents qui survivent, même lorsqu'on essaye de les effacer. Le sommelier servit le vin et Pierre attendit qu'il s'éloigne avant de continuer. Vous jouez tous les deux avec le feu. Élodie connaît déjà les conséquences. Vous, Antoine, avez encore beaucoup à perdre. Au contraire, répondit Antoine, sa voix ferme. Pour la première fois, j'ai quelque chose de vrai à gagner. Élodie observa l'échange entre les deux hommes avec une attention calculée. Tu sais, Pierre, j'ai passé 3 ans dans les rues en pensant que j'avais tout perdu. Mais j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Quand tu n'as plus rien à perdre, tu gagnes une liberté terrifiante. Et que comptes-tu faire de cette liberté? Demanda Pierre, son masque de civilité commençant à se fissurer. La vérité a une façon intéressante de refaire surface, sourit Élodie, sortant une petite clé USB de son sac. Surtout quand tu as assez de preuves et les bonnes personnes à tes côtés. Pierre fixa l'appareil avec un mélange de colère et d'inquiétude. Est-ce une menace? Une promesse, répondit Antoine à sa place. Les paris sont clos, Pierre. Le jeu a changé. Vous n'avez aucune idée du pouvoir auquel vous vous attaquez, siffla Pierre, se penchant sur la table. Je peux vous détruire tous les deux avec un simple appel. Tu peux essayer, répondit Élodie calmement. Mais cette fois, je suis préparé. Et je ne suis pas seul. Antoine ressentit une intense fierté en entendant la force dans sa voix. Tu sais ce qui est ironique, Pierre? Tu as tout manigancé pour m'humilier, pour prouver que je ne pourrais pas changer quelqu'un. Au final, c'est Élodie qui m'a transformé. Très touchant, se moqua Pierre, mais ses mains tremblaient légèrement en tenant son verre de vin. Et maintenant? Vous allez vous marier par amour? Vivre heureux pour toujours? Élodie se pencha en avant, ses yeux brillants de détermination.
Maintenant, nous allons faire ce qui aurait dû être fait il y a 3 ans. Exposer la vérité sur ta fondation, sur les détournements, sur tout le système. Mais cette fois, j'ai des ressources, une protection et quelqu'un qui croit en moi. Tu n'as pas assez de preuves, défia Pierre. Vraiment? Sourit Élodie. 3 ans, c'est long pour collecter des informations, Pierre. Surtout quand personne ne remarque une sans-abri qui observe, écoute, récupère des documents jetés. C'est incroyable ce que les gens jettent quand ils pensent que personne ne regarde. Antoine perçut le moment exact où Pierre comprit l'étendue de sa vulnérabilité. L'homme pâlit visiblement. « Que voulez-vous » demanda-t-il enfin, son arrogance remplacée par une prudence calculée. « Justice » répondit simplement Élodie. « Et cette fois, je ne demande pas. J'exige. » Antoine serra doucement sa main, un geste de soutien qui n'échappa pas à Pierre. Le rival les observa longuement, ses yeux se plissant en percevant quelque chose qu'il ne s'attendait pas à voir, un couple véritablement uni, plus fort ensemble qu'il ne l'avait prévu. La nuit suivant la confrontation avec Pierre, Élodie et Antoine retournèrent à son Pentouse. La ville scintillait en contrebas, apparemment indifférente au drame qui se jouait en hauteur. Élodie s'arrêta devant la baie vitrée, ses pensées aussi vastes que le paysage devant elle. « Il va réagir », dit-elle, brisant le silence, « et ce ne sera pas joli. » Antoine s'approcha, s'arrêtant à ses côtés. « Nous sommes prêts pour ça. »« Vraiment ?» Élodie se tourna vers lui. « Antoine, es-tu sûr de vouloir continuer? Tu peux encore reculer. Ta vie, ta réputation... »« Non, » l'interrompit-il fermement. « Je ne reculerai pas. Pas maintenant, pas à cause de toi. » Le moment fut interrompu par le téléphone d'Élodie. C'était un message d'un numéro inconnu. Il est encore temps de faire marche arrière. Certaines histoires n'ont pas besoin d'être racontées. Alors qu'elle montrait le message à Antoine, d'autres notifications commencèrent à arriver. C'étaient de vieilles photos. Élodie donnant des cours, participant à des événements académiques, puis, progressivement, des images d'elle dans la rue, à différents moments de vulnérabilité. « Il essaie de m'intimider », commenta Élodie, sa voix tremblant légèrement. « Montrer qu'il m'a surveillé tout ce temps. » Antoine prit le téléphone de ses mains et le posa sur la table. « Il n'y arrivera pas. Pas cette fois. »« Pourquoi ?» demanda Élodie, ses yeux croisant les siens. « Pourquoi es-tu prêt à tout risquer pour moi ?» Antoine respira profondément, comme s'il rassemblait son courage. « Parce que tu m'as fait voir quelque chose que j'avais oublié. La vie que je menais, les choix que je faisais. Tout était si vide. Je mesurais le succès en chiffres, en réalisation matérielle, en paris stupides avec des gens comme Pierre. » Il fit une pause, se rapprochant encore un peu. « Et puis tu es apparue. Pas la femme que je pensais pouvoir modeler, mais quelqu'un qui m'a complètement transformé. Quelqu'un qui, même après avoir tout perdu, a gardé son intégrité, sa force, sa capacité à se battre pour ce qui est juste. » Élodie sentit son cœur s'emballer. « Antoine, laisse-moi finir, » demanda-t-il doucement. « Quand j'ai fait ce pari stupide, je pensais avoir le contrôle, que je pourrais te transformer en ce que je voulais. Mais c'est toi qui m'as transformé, Élodie. Tu m'as fait voir le monde différemment. Tu m'as fait remettre en question tout ce que je croyais important. » Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur le visage d'Élodie. Antoine les essuya délicatement avec son pouce. « Et maintenant, » poursuivit-il, la voix chargée d'émotion, « maintenant je sais que je ne veux pas seulement t'aider à affronter Pierre. Je veux être à tes côtés pour tout, pas à cause d'un pari, pas pour les apparences, mais parce que, murmura Élodie, son cœur presque à l'arrêt, parce que je suis tombé amoureux de toi, avoua-t-il, les mots semblant prendre vie d'eux-mêmes. Je suis tombé amoureux de ta force, de ton intelligence, de ton intégrité. Je suis tombé amoureux de la femme qui n'a jamais eu besoin d'être transformée, parce qu'elle était déjà extraordinaire telle qu'elle est. » Élodie ferma les yeux, laissant ces mots l'envelopper. Quand elle les rouvrit, une détermination renouvelée brillait dans son regard. « Je suis aussi tombée amoureuse de toi, » admit-elle. « De l'homme que tu es devenu, pas de celui que tu étais. De l'homme qui a été capable de reconnaître ses erreurs et de changer. De l'homme qui est prêt à se battre à mes côtés pour quelque chose de plus grand que l'argent ou le pouvoir. » Antoine l'attira plus près, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. « Alors, battons-nous ensemble. Ta contre Pierre, contre quiconque sera nécessaire. Et ensuite, »
demanda-t-elle, un sourire jouant sur ses lèvres. « Ensuite, nous nous marions. Pas pour un pari, pas pour les apparences, mais pour nous, parce que nous le voulons, parce que nous nous sommes choisis. » Le baiser qui suivit fut différent de tous ceux qu'ils avaient partagés auparavant. Ce n'était plus une mise en scène, plus un acte calculé. Il était réel, profond, vrai. Quand ils se séparèrent, Élodie avait une lueur déterminée dans les yeux. Pierre ne saura pas ce qui l'a frappé. Il ne le saura pas, en effet, sourit Antoine, tenant fermement sa main. Demain, nous commençons la dernière phase de notre plan. Mais aujourd'hui, il n'y a que nous deux, compléta Élodie, l'attirant pour un autre baiser. Sur la table, le téléphone continuait de vibrer avec des messages de menaces, mais ils n'y prêtaient plus attention. Ils avaient trouvé quelque chose de plus fort que la peur, de plus puissant que les menaces, la vérité de leurs sentiments et la certitude que, ensemble, ils étaient invincibles. Le grand auditorium du musée d'Orsay était bondé pour l'événement annuel de la Fondation Moreau pour la culture et les arts. L'élite de la société parisienne s'était réunie pour ce qui promettait d'être une soirée de célébration des réalisations de l'institution. Pierre Moreau, impeccable dans son costume italien, souriait aux photographes et saluait les invités avec son aisance habituelle. « Tout est prêt ?» demanda Élodie, ajustant le micro discret dans sa robe rouge Chanel, cadeau spécial d'Antoine pour cette soirée. « Car tous les journalistes sont confirmés, y compris les indépendants, » répondit Antoine, vérifiant son téléphone. « Claire a distribué les dossiers scellés comme convenu. Ils ne seront ouverts que pendant votre présentation. » Élodie respira profondément, sentant le poids du moment. « Tu es sûr d'avoir protégé tous ceux qui sont impliqués ?»« Absolument, » assura Antoine, lui serrant la main. « J'ai transféré suffisamment de fonds sur des comptes à l'étranger au nom de chaque personne qui nous a aidés. Si quelque chose arrive, elles seront en sécurité. » Le plan était audacieux dans sa simplicité. Élodie avait été invitée, sur l'insistance d'Antoine, tout en maintenant les apparences de sa transformation sociale, à prononcer un discours sur l'importance des projets culturels de la Fondation. Pierre, dans son arrogance, y voyait une opportunité de l'humilier publiquement, en la faisant remercier l'institution qui avait détruit sa vie. « Madame Élodie », l'un des organisateurs s'approcha. « Il est temps », elle serra la main d'Antoine une dernière fois, avant de se diriger vers la scène. La lumière des projecteurs l'éclaira, mais elle ne se laissa pas intimider. Elle n'était plus la professeure naïve d'il y a 3 ans, ni la sans-abri que tout le monde avait ignorée. C'était une femme qui avait trouvé sa force dans l'adversité. « Bonsoir », commença-t-elle, sa voix claire et ferme. « J'ai été invitée à parler des projets de la Fondation Moreau, et c'est exactement ce que je vais faire. » Au premier rang, Pierre sourit avec une fausse bienveillance. Son sourire commença à s'effriter lorsqu'Élodie poursuivit. « Je vais parler du projet Art dans les communautés, une initiative que j'ai coordonnée il y a 3 ans. Un projet merveilleux qui aurait dû bénéficier à des centaines d'enfants défavorisés. Aurait dû. » Un murmure parcourut la salle. Pierre se tortilla inconfortablement sur sa chaise. En ce moment, chacun des journalistes présents reçoit un dossier complet sur la véritable destination des fonds de ce projet et d'autres. Documents, preuves, témoignages, l'histoire complète qu'ils ont tenté de faire taire. Pierre se leva brusquement, mais Antoine avait déjà positionné des agents de sécurité stratégiquement pour empêcher toute interruption. « Pendant 3 ans, j'ai vécu dans la rue, » continua Élodie, sa voix chargée d'une émotion contenue. « Non par choix, mais parce que j'ai osé dénoncer un système qui détournait des millions d'euros destinés à des projets sociaux. J'ai été diffamée, persécutée, détruite professionnellement. Mais savez-vous ce que j'ai découvert dans la rue ?» Elle fit une pause dramatique, ses yeux parcourant l'auditoire maintenant complètement silencieux. « J'ai découvert que la vérité, tout comme l'art que nous devrions promouvoir, ne peut pas être emprisonnée. Elle trouve des moyens de ressurgir, et aujourd'hui, elle sera enfin entendue. » Les premières exclamations de surprise commencèrent à retentir dans la salle, alors que les journalistes ouvraient les dossiers. Les flashs crépitèrent, les téléphones furent levés pour filmer. Pierre Moreau. Élodie se tourna directement vers lui. « Vous avez essayé de me faire taire une fois. Vous avez essayé de me convaincre que j'étais trop petite pour affronter votre pouvoir. Mais vous avez commis une erreur cruciale. Vous m'avez sous-estimé. Vous avez sous-estimé ma résilience, ma détermination, et surtout vous avez sous-estimé le pouvoir de la vérité. » Pierre tenta de rejoindre la sortie, mais fut empêché par les agents de sécurité.
Sur scène, Élodie continua. Chaque document dans ces dossiers a été méticuleusement collecté au cours des 3 dernières années. Chaque preuve a été préservée, chaque témoignage enregistré. Et maintenant, enfin, l'histoire complète sera connue. Antoine observait tout depuis le côté de la scène, son cœur débordant de fierté et d'amour. Élodie n'était pas seulement sa rédemption, elle était une force de la nature, montrant à tous le pouvoir d'une seule personne déterminée à lutter pour la vérité. Ce n'est pas seulement mon histoire, conclut Élodie, sa voix désormais douce mais puissante. C'est l'histoire de chaque enfant qui aurait dû bénéficier de ces projets, de chaque artiste qui aurait dû recevoir du soutien, de chaque personne dont les rêves ont été volés par la cupidité et la corruption. Aujourd'hui, enfin, nous leur rendons justice. L'auditorium explosa dans un tumulte de voix, de flashs et de mouvements. Les journalistes se précipitaient pour poser des questions. Les photographes rivalisaient pour le meilleur angle, tandis que Pierre était discrètement escorté par des policiers qui attendaient dans les coulisses. Élodie descendit de la scène directement dans les bras d'Antoine, qui la serra fort contre lui. « Nous y sommes arrivés », murmura-t-elle, laissant enfin couler ses larmes. 6 mois s'étaient écoulés depuis la soirée au musée d'Orsay. Le titre du journal sur la table d'Élodie annonçait « Pierre Moreau accepte un accord de dénonciation ». Ce n'était qu'une parmi des dizaines d'articles qui continuaient à faire écho au scandale qui avait secoué le monde corporatif et culturel de Paris. L'ancien bureau d'Antoine dans le penthouse de l'avenue des Champs-Élysées avait été transformé. Là où il n'y avait autrefois que des trophées et des reliques de ses conquêtes entrepreneuriales, des certificats de projets sociaux et des œuvres d'art produites par des enfants des communautés partageaient désormais l'espace. Élodie était penchée sur des rapports, non plus de détournement de fonds, mais de nouveaux projets sociaux qu'elle coordonnait à travers la récemment créée Fondation Élodie et Antoine Dubois pour l'art et l'éducation. « Tu travailles encore ?» demanda Antoine en entrant dans la pièce avec 2 tasses de café. « Je termine juste le rapport du nouveau centre culturel à la place du cycliste, » répondit-elle en souriant, acceptant la tasse. « Il semble que nous ayons conclu un partenariat avec 3 nouvelles écoles publiques de la région. » Antoine s'assit à côté d'elle, observant les documents éparpillés sur la table. « Tu as tout transformé, tu le sais ?»« Nous avons transformé, » corrigea-t-elle doucement. « Toi aussi, tu as beaucoup changé, Antoine. » C'était vrai. L'homme qui avait proposé un pari cruel consacrait désormais une grande partie de son temps et de ses ressources à des projets sociaux. Les entreprises du bois restaient une puissance entrepreneuriale, mais elles opéraient désormais avec une nouvelle philosophie, privilégiant la responsabilité sociale et la transparence. « J'ai eu des nouvelles de ton ancien avocat aujourd'hui, » commenta Antoine. « Ta réhabilitation professionnelle est complète. Toutes les accusations infondées ont été officiellement retirées. Tu peux reprendre l'enseignement quand tu le souhaites. » Élodie sourit, pensive. « Tu sais que ce n'est plus seulement à propos de ça. J'ai découvert que je pouvais faire bien plus. Ici, avec toi, nous changeons vraiment des vies. » En parlant de changement, Antoine semblait soudain nerveux. « Tu te souviens que demain, ça fera exactement 1 an depuis notre première rencontre sur la place ? Comment pourrais-je oublier ?» Élodie rit. « Tu étais tellement arrogant. Et toi, tu es extraordinaire, ajouta-t-il, se levant et marchant vers la fenêtre. « Viens ici. Je veux te montrer quelque chose. » Élodie le rejoignit, et ensemble, ils observèrent la place du cycliste en bas. L'endroit avait changé. Il abritait désormais un petit centre culturel avec une bibliothèque communautaire et un espace pour des ateliers d'art. « Tu vois ce banc ?» Antoine pointa du doigt. « Celui où tu avais l'habitude de t'asseoir et de lire ?»« Bien sûr, » répondit-elle, ressentant une pression dans sa poitrine en se remémorant ses jours. « C'est là que j'ai commis la plus grande erreur et la meilleure décision de ma vie, » continua-t-il. « L'erreur était de penser que je pouvais changer quelqu'un par l'argent ou le pouvoir. La meilleure décision a été de tomber amoureux de qui tu es vraiment. » Élodie sentit ses yeux se remplir de larmes quand Antoine s'agenouilla, sortant une petite boîte de sa poche. « Je sais que nous sommes techniquement déjà fiancés, » sourit-il, « mais c'était à cause d'un pari. Maintenant, je veux faire les choses comme il faut. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague délicate. « Élodie, veux-tu m'épouser ? Pas par convenance ou pour les apparences, mais parce que nous nous sommes choisis, transformés et complétés. » Élodie l'attira vers elle, les larmes coulant librement sur son visage. « Oui, » murmura-t-elle contre ses lèvres, «
1000 fois oui. Le baiser qui suivit fut interrompu par des applaudissements. Ils se séparèrent pour voir des dizaines de personnes sur la place en bas, les regardant et célébrant. Parmi eux, Élodie reconnut des visages familiers, d'anciens compagnons de rue, maintenant participants actifs au projet de la fondation. « Tu as planifié ça ?» demanda-t-elle en riant à travers ses larmes. « Je l'ai planifié, » admit Antoine. « J'ai pensé qu'il serait approprié d'avoir des témoins du moment où l'homme le plus arrogant de Paris admet publiquement que sa plus grande réussite a été d'être conquis. » Cette nuit-là, tandis que la ville se préparait à s'endormir, Élodie et Antoine restèrent sur la terrasse enlacés, contemplant les lumières de Paris. La bague à son doigt scintillait doucement, mais pas autant que l'éclat dans leurs yeux. « Tu sais ce qu'il y a de plus ironique ?» murmura Élodie, blottie dans ses bras. « Au final, ce pari stupide a vraiment transformé quelqu'un. »« Oui, » acquiesça Antoine, en embrassant son front. « Il nous a transformés tous, les deux. Et à travers nous, il en transforme bien plus encore. » En bas, la place du cycliste poursuivait son rythme nocturne, mais avec une énergie nouvelle. Là où il y avait autrefois du désespoir et de l'abandon, l'espoir fleurissait, désormais. Et tout en haut de l'immeuble, le couple que personne n'aurait parié pour réussir prouvait que les plus grandes transformations n'arrivent pas quand on essaie de changer les autres, mais quand on permet à l'amour de nous transformer.